Donc bonjour, je suis Hélène Soulier, je suis metteur en scène du collectif Exit. Bonsoir, je suis Domènec Reixac, catalan de Barcelone, et maintenant je dirige le théâtre L'Archipel de Perpignan, et ce qui va faire la production déléguée du collectif Exit Petit Eyolf d'Ibsen. Voilà, donc en 2 mots, je vais me présenter, puis après je vais vous présenter le projet. Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière en salle pour qu'on se voit ? Voilà. Donc j'ai été formée à l'École nationale d'art dramatique de Montpellier, qui est dirigée par Ariel Garcia Valdés. Et j'ai également passé à la suite de ça un master de dramaturgie à l'université Paris X. En tant que comédienne, j'ai essentiellement joué avec Yann-Joël Collin, Michel Deutsch et Solange Oswald. Très rapidement, dans mon parcours et à la demande de mes collègues de promotion, j'ai commencé donc à faire de la mise en scène. J'ai travaillé sur des différents essais autour de textes de Bertolt Brecht. J'ai travaillé également sur un auteur anglais qui s'appelle Berkoff, et puis sur Wajdi Mouawad. Voilà. En 2008, j'ai créé donc le collectif Exit avec une plasticienne qui s'appelle Maya Fastinger. On a monté un premier projet qui s'appelait Confessionnal O. C'était un projet à base de textes de Christophe Darcos qui se présentait sous forme d'installation à visiter. C'est un projet à la croisière, on dit, à la croisée du théâtre, de la performance et des arts plastiques. J'ai également monté l'an dernier donc une autre pièce qui s'appelait Kern, d'Enzo Corman. Et donc là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Petit Eyolf. Petit Eyolf, donc, qui est une pièce d'Ibsen et que j'ai sous-titré « Quelque chose en moi me ronge ». Quelque chose en moi me ronge, c'est un sous-titre donc, que j'ai accolé, c'est une phrase qui est extraite d'un poème d'Heiner Müller. C'est une façon, disons, de mettre mon grain de sel dans la marmite tout de suite. Donc jusqu'à présent, j'ai beaucoup travaillé sur des textes d'auteurs contemporains. Et j'avais très envie de revisiter des textes du répertoire. Et donc j'ai découvert cette pièce, Petit Eyolf, d'Ibsen. Mais je ne vais pas monter du Ibsen. C'est-à-dire que je vais monter une pièce par un auteur qui s'appelle Ibsen. C'est très différent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de présupposé dans la façon que je vais avoir de m'emparer de ce texte sur le plateau. Donc pour l'instant, il y a un texte que j'ausculte sous toutes les coutures, comme une carte au trésor. Je travaille au plus près des textes, donc des mots, de ce qui est dit, et également des silences, de tout ce qui est sous-jacent au texte et qu'on va essayer de laisser apparaître. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec un auteur, avec une langue. Et ce que je veux, c'est créer un espace où la rencontre entre le texte et moi-même, entre le texte et les acteurs, soit possible. Et ce qu'on veut, c'est de voir où est-ce que ce texte va nous emmener et comment ça va modifier notre façon de travailler, l'espace, le plateau. Donc si j'ai choisi ce texte, c'est que sa structure dramaturgique est suffisamment puissante pour, il me semble, traverser les époques et l'amener vers quelque chose de contemporain. J'ai besoin de sentir que ce qui se passe sur le plateau peut se passer aujourd'hui. J'ai besoin de sentir que ce qui se passe sur scène se passe au moment même où les acteurs le disent, comme s'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. J'ai besoin de sentir que les acteurs sont au même endroit que les spectateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui en sait plus que l'autre. On travaille comme ça, on travaille avec un rapport au présent extrêmement fort. On ne travaille pas dans le jeu, dans de l'interprétation. On travaille avec des acteurs qui font un travail sur le présent, qui sont simples et qui portent en eux-mêmes, il me semble, suffisamment de secret et de vie pour ne pas avoir à rajouter quelque chose. Je
Je demande donc aux acteurs de ne pas en savoir plus que les spectateurs pour être dans ce même présent et créer ce que j'appelle en fait, et qui est l'axe peut-être le plus important du collectif Exit, c'est de créer des assemblées théâtrales. C'est-à-dire un lieu où on se retrouve, acteurs et spectateurs, pour examiner ensemble une situation, pour regarder comment nous vivons, qui nous sommes. C'est donc un espace, c'est donc pas tellement l'idée de la mise en scène qui importe dans le travail qu'on propose, mais plutôt celui de créer donc une assemblée théâtrale vivante. Je vais donc travailler avec les acteurs, les scénographes, l'éclairagiste, à la mise en place d'un espace qui nous permette cette mise en examen et de partager ensemble, de se questionner ensemble et donc de se questionner également sur nous-mêmes. Je crois que le théâtre d'Ibsen, en plus d'avoir une portée contemporaine, peut faire écho à ce que nous avons de plus intime et aux peurs les plus ancrées de chacun d'entre nous. C'est dans ce sens que je pense que les pièces d'Ibsen peuvent être lues comme des contes ou des cauchemars. Souvent, quand on fait un cauchemar, ce sont nos secrets ou nos tabous, tout ce qu'on a peur de dévoiler qui apparaît. Dans les cauchemars, il y a une porosité entre le monde des vivants et le monde des morts. On re-rencontre des personnes qui sont parties, qui ont disparu. Dans les cauchemars, il y a forcément une part d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnages très étranges qui vont apparaître et qui vont venir révéler quelque chose. Et je pense que le théâtre d'Ibsen, c'est très proche de ça. Donc je vais vous raconter l'histoire du petit Eyolf. Donc il y a deux personnages principaux, il y a plusieurs personnages. Donc il y a Alfred Almer et sa sœur Asta, étaient deux pauvres orphelins. Alfred se marie avec Rita et il parvient par ce biais-là de sortir donc de la pauvreté. Il mène, au moment où la pièce commence, une vie que l'on peut qualifier de petit bourgeois et il se consacre à l'écriture d'un essai sur la responsabilité humaine. Alfred et sa femme, donc Rita, ont un enfant de 9 ans qui s'appelle Eyolf. Eyolf est paralysé d'une jambe parce qu'il est tombé quand il était 9 ans, quand ses parents étaient en train de faire l'amour. Quand la pièce commence, Alfred rentre en fait d'un voyage. Il était à la montagne. La montagne, c'est toujours une chose un élément qui est récurrent dans le théâtre d'Ibsen. La montagne, c'est le lieu où on peut prendre un peu de recul sur la vie. Et au cours d'une balade dans la montagne, il s'est perdu. Et il a eu peur de ne pas se retrouver, il a eu peur qu'on ne le retrouve pas. Il a été d'une certaine façon confronté à la mort. Et cette confrontation va faire que quand il rentre chez lui, il va dire à sa femme, écoute, je n'ai plus envie finalement d'écrire un livre sur la responsabilité humaine. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'être responsable de ma vie et des gens qui m'entourent. Et donc, plutôt que d'écrire, je vais m'occuper de notre enfant, d'Eyolf. Cette décision-là est très mal vécue par sa femme, parce que c'est une femme très exigeante sensuellement, qui le voudrait pour elle toute seule, en fait. Elle voudrait vivre une histoire d'amour passionnelle, dévorante. Elle voudrait que cette chose-là ne s'arrête jamais. Donc Eyolf, vous l'avez bien compris, leur enfant, c'est à la fois ce qui réunit ce couple-là et à la fois ce qui les sépare. Et c'est ce qui les ronge. À ce moment-là, entre sur scène un personnage qui est tout droit sorti des contes de fées norvégiens, qui s'appelle la Dame au rat. Elle entre et elle dit « N'y aurait-il pas ici dans la maison quelque chose qui ronge ?» Ce à quoi Alfred et Rita répondent « Non, non, évidemment, il n'y a rien. » L'arrivée de la Dame au rat, extraordinaire dans la pièce, elle va vraiment retourner le plateau. Ça produit l'effet d'un tsunami dans cette pièce. La Dame au rat, c'est un personnage qui, grâce à son pouvoir, arrive à entraîner les rats vers le fjord et qui les noie, qui va débarrasser, en fait, c'est un petit peu comme le joueur de flûte Hamelin, qui va débarrasser les rats des villages. Donc, suite à sa visite à la maison, elle s'en va, elle va monter dans la barque, et Eyolf, qui a échappé à la surveillance de ses parents, va la suivre. Il va la suivre, il va disparaître et il va se noyer lui aussi comme un rat.
La disparition d'Eyolf va laisser donc ses parents, Rita, Alfred et la sœur dont je vous parlais au début, donc Asta, sans voix, seuls face à eux-mêmes, face à la vérité de ce qui les ronge en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est la question du sens et du sens de la vie qui va être posée. Et pour reprendre les termes d'Ibsen, la question de notre responsabilité à habiter le temps. Ce qu'il y a de fascinant donc, dans cette pièce, c'est de voir comment l'imaginaire, le conte, concrétisé ici en la personne de la demoiselle Aura, fait irruption dans ce salon bourgeois et va, dans un premier temps, ravager complètement le cadre posé et, dans un second temps, permettre de questionner justement le réel et la vie dans ce qu'elle a de plus essentiel. Chez Ibsen, il y a cette volonté, comme chez Shakespeare, que l'extraordinaire vienne révéler quelque chose sur le présent. Et aussi cette volonté de réhabiliter la capacité de dévoilement et de révélation par l'art. Et je crois, comme lui, que l'art, le théâtre, a cette fonction de donner à voir ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. Que le théâtre, comme un accident, un choc, doit produire un choc, un déplacement du regard et de la pensée, et qui va nous permettre de reconsidérer collectivement notre vie et l'espace dans lequel on vit. Donc la proposition scénique que je suis en train de travailler ira dans ce sens, avec une attention très particulière, vous l'avez peut-être saisi également, aux lignes dramaturgiques. C'est vraiment la base du travail du collectif Exit. Un premier acte qui sera fulgurant, où en un seul geste dramatique, l'origine, c'est-à-dire la définition du cadre dans lequel le drame va se dérouler, et la fin, la catastrophe qui fait exploser le cadre, sont réunis. En lui-même, le premier acte est une pièce à part entière, avec un début, un développement, une fin. C'est un acte très mécanique, très lisse, où seul finalement l'enfant, Eyolf, et la dame Aura semblent vivants. C'est un acte où les mots vont jeter les personnages dans une sorte de gouffre, de trou béant qui va les avaler entièrement. Au deuxième acte commencera donc une seconde pièce, où les personnages fantômes d'eux-mêmes hantent les ruines du cadre explosé par la mort de l'enfant. C'est l'acte où la mort vient hanter la vie, l'acte de la perte des repères, de l'effondrement. C'est ce qu'on peut appeler la descente aux enfers. Et pourtant, c'est celui où la vie va commencer à pointer son nez. Alors pourquoi la vie ? Parce qu'effectivement, la mort de l'enfant déclenche un questionnement très profond sur qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on va faire, comment on vit. Donc le doute apparaît, et le doute est bien plus vivant que nombre de certitudes. Donc la vie pointe son nez à ce moment-là. Et puis le troisième acte, ça va être celui du compromis avec la vie, parce qu'il faut bien vivre, parce que la vie reprend ses droits et continue inexorablement. Et c'est ce qu'il y a de fascinant dans ce drame d'Ibsen, comme dans certaines tragédies, c'est que la vie se poursuit. Que même après avoir vécu les pires abominations, des choses extrêmement difficiles, mais la vie continue. Et c'est cette chose-là qu'on a envie aussi de mettre en exergue. Donc ce n'est pas tant la mort qui importe, mais plutôt ce qu'elle va déclencher et ce qu'elle va révéler sur ceux qui restent, sur les vivants, et comment elle va les modifier. Quel sens, à partir de là, ils vont décider de mettre sur leur vie ? Quelle responsabilité nous avons à vivre, à habiter le temps ? Donc Ibsen écrit dans une lettre à ses amis, juste un tout petit extrait, « Se réaliser soi-même dans la conduite de sa vie, c'est selon moi la chose la plus importante qu'un homme puisse atteindre. Cette tâche, nous l'avons tous, les uns comme les autres, mais la plupart d'entre nous la bâclent. » Je vais parler un tout petit peu de la scénographie, et puis après on va envoyer quelques images qu'on est en train de travailler. L'idée, c'est d'aller vers une scène, un plateau dépouillé, avec une scénographie symboliste, non pas réaliste, et de partir de l'idée du basculement.
Il y a une pièce d'Ibsen qui s'appelle Maison de poupée. Il y a que vous connaissez sûrement, le personnage principal s'appelle Nora. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui pose une question. Et pour toute réponse, elle va en fait dans un fauteuil à bascule. Voilà. Et cette chose-là nous raconte en fait l'état mental dans lequel elle est. Et c'est en ce sens-là qu'on parle d'Ibsen comme d'un auteur symboliste. Donc on va aller vers une scénographie qui va dans ce sens-là, avec un plateau peut-être, qui est un certain basculement. Je vais vous montrer quelques images après. On veut aussi travailler dans cette scénographie sur une idée de hauteur, l'idée de prendre de la hauteur, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir une autre perception du monde, de la vie. Et sur cette histoire d'être en haut ou d'être en bas. Dans Petit Eyolf, les choses sont réduites comme ça à leur plus simple expression. Il y a le monde d'en haut et puis il y a le monde d'en bas. Il y a les pauvres et puis il y a les riches. C'est très très simple. On voulait aussi travailler sur un espace duquel on ne peut pas sortir facilement, au moins sur la première partie. Essayer de recréer ces huis clos qu'il y a dans de nombreuses pièces d'Ibsen. Voilà. Et puis après, il y a cette notion de l'eau que j'aimerais voir apparaître d'une façon ou d'une autre. Peut-être la structure elle-même, il y aura de l'eau dans la structure elle-même, donc elle ne sera pas à vue, mais par contre les acteurs pourront se tremper, ressortir comme ça, mouillés, dégoulinants. La mer, le fleuve, le fjord sont des éléments très importants chez Ibsen. Et puis il y a aussi cette idée que la Norvège, c'est complètement entouré d'eau. Voilà, donc à la fois il y a un basculement, il y a de l'eau, il y a une chose comme ça très simple, une scéno très, très actuelle, symboliste, et puis cette idée de barque comme ça qu'on va retrouver un petit peu dans la scénographie. Voilà, parce que la barque, c'est celle de la demoiselle Aura, c'est aussi dans l'enfer de Dante, c'est une barque qui voyage, c'est aussi Charon dans la mythologie qui emmène les hommes dans le royaume des morts. Voilà, on va regarder quelques images. Donc ça, c'est le plateau. Je pense qu'il sera beaucoup plus blanc. Ça donne une première idée comme ça. On peut mettre la seconde image, s'il vous plaît. Alors, en fait, il y a un zoom là, il faut dézoomer. Parce que du coup, on ne voit pas le plateau. Encore. Encore. Il y a un zoom encore sur l'image, du coup on voit pas la structure, c'est un petit peu dommage. Voilà, là on voit mieux. Voilà. Donc ça pourrait être l'espace de la première partie. Donc une chose plus blanche. Donc on voit cette forme comme ça arrondie qui pourrait créer un mouvement, donc une stabilité dans la première partie. Et puis on va voir dans la seconde partie peut-être simplement tout le mobilier chute. On peut voir l'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. On est toujours sur cette même chose, mais hop, ça a vrillé, quoi. Donc en fait, tout tombe. Elle est zoomée également, mais c'est pas grave. On peut voir l'image suivante. Il faudra enlever les zooms. C'est toujours compliqué la vidéo. Donc ça, c'est encore plus zoomé.
En plus, c'était vraiment pas les gens en tant que tels qui m'intéressaient de vous montrer, c'est vraiment plus l'espace. C'est des prémices hein, de dessin, ça peut encore bouger. Bon, ben, ça veut pas, on dirait. Non, je ne crois pas que ce soit là. Bon, je vais parler d'autre chose. Je voulais parler un tout petit peu du... Je vais avancer. Je voulais parler un tout petit peu du travail avec les acteurs. Donc, faire un travail comme ça très précis sur la parole, sur le langage. Rester vraiment, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la crête de l'essentiel. Un travail sur le présent, sur le moment. Il faut voir que dans Eyolf et chez Ibsen, il n'y a pas un mot de trop. Tout ce qui est dit est entendu et active une réponse. La parole est toujours très active. On peut avoir chez Tchekhov comme ça des moments où ça parle et puis il y a des gens qui s'endorment sur les côtés. Bon, ça, chez Ibsen, ça n'existe pas, par exemple. Tout est récupéré et si c'est pas immédiatement, pam, c'est relancé plus tard. Voilà, il n'y a rien de... Petite note aussi là-dessus, il n'y a rien pour moi de psychologique dans le théâtre d'Ibsen. Les personnages sont projetés comme ça au cœur du conflit, comme des personnages donc j'ai déjà dit aussi, de tragédie. Il n'y a rien de psychologique à jouer, il y a une chose qui est actée. Le travail avec les acteurs, c'est ce qu'il y a de plus important dans mes pièces. Ce sont eux donc, qui portent le drame. Et donc, en dehors des mots, ce qui m'intéresse, c'est d'être à l'affût de ce qui circule entre eux, à l'affût des silences, des non-dits, et de laisser exister ce qu'on a tendance à enlever parfois au théâtre pour donner du rythme. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le théâtre ait sa propre temporalité. On n'est pas dans la vie, on est dans un espace qui est un espace autre, qui doit nous permettre de prendre un certain recul. Voilà, et cette temporalité, pas que tout soit très lent, hein, mais cette temporalité doit nous permettre de révéler quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut laisser exister, je pense, cette chose-là. Donc, les dossiers, vous pourrez les prendre à l'entrée, donc ça s'appelle donc Petit Eyolf, quelque chose en moi me ronge, d'Ibsen. La traduction qui a été choisie, c'est la traduction de Terje Sinding, qui est aussi le traducteur de Jon Fosse. Qui propose une traduction donc, très aiguisée, très, très précise. Je vous conseille de lire Un soir d'hiver. La création est donc prévue du 15 au 20 octobre au Théâtre de l'Archipel à Perpignan, le Théâtre de l'Archipel étant producteur délégué du projet. Je vais te passer la parole. Sur scène, il y a 5 acteurs dont je vais vous donner les noms. Élodie Buisson, Frédéric Dufour, Dominique Fro, Régis Laroche, Richard Mitou, et en alternance, donc, 2 enfants, Diego et Arthur. Voilà, c'est un spectacle qui va durer environ 2 heures, qui est accessible dès 14 ans, il me semble. C'est donc un spectacle en langue française, avec une possibilité d'être surtitré à l'étranger. Je vais te passer la parole sur les coproducteurs. Oui, il va nous accompagner dans cette création, les théâtres de Nîmes comme coproducteur et les théâtres des Sèvres comme coproducteur. Et nous sommes presque terminés avec les théâtres des Saltes à Catalogne Sud, à Gérone. Saltes, c'est une ville annexée à Gérone. On ira aussi à Béziers, il y a plusieurs contacts. En principe, il y aura une tournée immédiatement après des théâtres de l'archipel, en 12e partie d'avril-mai. Et on attend à voir parce qu'il y a des gens qui vont venir à voir la première pour la saison 13-14. Les théâtres de l'archipel viennent d'ouvrir comme un nouveau bâtiment. Imaginez Prochaine Nouvelle, c'est 10 octobre. Alors, nous sommes un tout nouveau théâtre. Comme un théâtre de l'archipel, on a fonctionné ensemble
mais avec les espaces anciens qu'il y avait dans la ville et depuis la saison passée. Et depuis le 10 octobre, nous avons démarré notre nouveau bâtiment. Ça va être notre première production déléguée comme théâtre à l'archipel. Et nous avons envie de pouvoir la promener pour la France et pour la Catalogne Sud. Ça, c'est notre illusion et notre envie. Et bon, c'est tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Hein. Merci en tout cas de votre attention et merci à l'organisation d'avoir nous accueillis. Voilà, merci. Peut-être vous avez trouvé une solution pour l'image ? Non, ben, mettons celle d'après alors. Voilà, celle d'après. Voilà, donc on voit un tout petit peu cette idée de balancement qu'on ne voyait pas sur les autres, avec une chose voilà, qui peut se lever. Enfin bon, je crois que c'est clair. Voilà. Merci.